Et qui êtes-vous, en réalité? En réalité, rien de plus qu'un fragment de votre imagination. Imagine what you know tomorrow. J'aurais pu commencer cette vidéo en vous parlant de complotisme, vous dire éventuellement que la Terre est plate, mais quitte à parler complot et rester dans le registre de la pop culture, autant vous parler directement de la licence qui n'aura jamais aussi bien défini ce mot. Écoute, m'en veux pas, c'est pas pour changer de sujet, je me permettrai pas, mais quand est-ce que tu as passé ton dernier scanner? Dans un monde où le mensonge fait partie du devoir et pose question sur la notion de bienveillance et si la fin justifie réellement les moyens. Une licence avant-gardiste qui prend des positions politiques et offre une vision métaphorique de l'immigration et de la tolérance des autres. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Men in Black. Tu connais la différence entre toi et moi? Sur moi, c'est la classe. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur les origines de la licence, de ses premiers récits jusqu'aux adaptations cinématographiques, en passant par son adaptation en dessin animé. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur les premiers récits de Men in Black édités en comics par l'auteur Lowell Cunningham. Cunningham a eu l'idée de cette bande dessinée lorsqu'un de ses amis lui a présenté le concept des hommes en noir du gouvernement en voyant une camionnette noire circuler dans les rues. Car les Men in Black, alias les hommes en noir, c'est d'abord une légende complotiste. Faut que tu bosses tes relations publiques un jour. T'obtiendrais de bien meilleures réactions si t'étais plus poli. Créé par le gouvernement pour gérer des secrets et des affaires d'État consistant à maintenir le grand mensonge de la bienveillance gouvernementale aux États-Unis. Les comics Men in Black sont illustrés par Sandy Caruser sous la bannière de Hercel Comics qui sera racheté plus tard par Malibu Comics puis racheté également en 1994 par Marvel Comics. En d'autres termes, les Men in Black peuvent faire partie du MCU. Z, il est gras. Les comics sont une vision beaucoup plus sombre, mais également beaucoup plus large que ce que vous avez pu voir dans les films. Donc d'une certaine manière, les Men in Black dans les comics se rapprocheraient plus de Mulder et Scully plutôt que l'agent J et l'agent K. Que les affaires soient bonnes ou mauvaises, les Men in Black interviennent aussi bien pour la vie extraterrestre, les démons, les mutants, les zombies, les loups-garous, les vampires, les créatures légendaires et d'autres êtres paranormaux, mais la liste est assez longue. Afin de garder le secret sur leur enquête, la population mondiale vit dans le mensonge et lorsqu'un témoin se fait connaître pour témoigner d'un phénomène, il est neurolysé pour effacer de sa mémoire toute interaction avec les agents ou les phénomènes dont ils sont liés. Et le neurolaser est sûrement l'objet central de toute la licence Men in Black. Seulement ne vous y fiez pas. Même si les films nous offrent une image plutôt bienveillante avec une réelle âme de sauveur, le comics dépeint un tableau bien plus sombre où un agent peut utiliser tous les moyens nécessaires, y compris la mort et la destruction, pour accomplir sa mission. Les agents rompent tout lien avec leur ancienne vie grâce au neurolyseur et n'existent plus pour le monde entier. Les membres les plus connus sont Z, J, K et X. X devient plus tard un agent rebelle après avoir appris que le MIB cherche à garder le surnaturel caché afin de manipuler et de remodeler le monde à son image. Et la bande dessinée Men in Black est un succès plutôt modeste, mais va tout de même atterrir dans les bureaux d'Hollywood pour devenir une licence cinématographique. Au fait, tu m'as déjà flashouillé? Non. Non, je plaisante pas là, tu m'as déjà flashouillé? Non. C'est les producteurs Walter F. Parks et Laurie McDonald qui achètent les droits en 1992. Ils chargent ensuite Ed Solomon d'écrire le script. Et pour réaliser le film, les producteurs s'intéressent dans un premier temps à Barry Sonnenfeld, qui était déjà fan de son travail sur la licence La Famille Addams, mais celui-ci va décliner dans un premier temps, étant déjà prêt avec son film Get Shorty. Parks et McDonald s'adressent donc à John Landis, célèbre pour avoir réalisé le clip de Michael Jackson Thriller, qui va privilégier la réalisation du flic de Beverly Hills 3. Ils vont ensuite se tourner vers Quentin Tarantino, qui lui-même est déjà occupé sur ses propres hommes en noir avec le film Pulp Fiction. Il contacte alors Lee Mayfield, puis décide finalement de repousser le film pour que Barry Sonnenfeld soit disponible. En arrivant sur le projet, Barry Sonnenfeld va modifier quelques scènes et va également changer les lieux de l'histoire. Initialement prévu dans le Kansas à Washington DC et au Nevada, l'intrigue devant se passer sous terre, Barry Sonnenfeld décide que son intrigue se déroulera finalement dans les rues de New York. Il avait d'ailleurs déclaré « J'ai le sentiment que si des extraterrestres débarquent un jour sur notre planète, c'est là-bas qu'ils se sentiront le mieux.
Ils pourront se fondre dans la population de la ville au milieu des gens qui ressemblent eux-mêmes à des extraterrestres, qui en sont même probablement. Ce qui est formidable avec New York, c'est que lorsqu'on s'y promène, on découvre des bâtiments, des choses dont on ne comprend pas pourquoi elles sont là. On peut facilement en rire, exactement comme on peut prendre certains de ses habitants pour des martiens. Et pour le casting, autant vous dire que la production regorgeait d'idées. Pour interpréter le sérieux et expérimenté agent K, on pense à Clint Eastwood, qui va tout de suite décliner la proposition. Les producteurs proposent donc à Tommy Lee Jones, bien familier des blockbusters américains. Et pour le rôle de J, on pense à Chris O'Donnell qui est en train de cartonner dans son rôle de Robin avec Batman Forever. Cependant, celui-ci va décliner assez rapidement la proposition, ne voulant pas se cantonner à des rôles systématiques d'assistants ou de petits nouveaux de service. On envisage ensuite de recruter David Schwimmer, le célèbre Ross de Friends, puis finalement, les producteurs vont décider d'offrir le rôle à Will Smith, figure montante dans le cinéma après son blockbuster Independence Day. Will Smith va beaucoup hésiter avant d'accepter le rôle, mais c'est sa femme Jada Pinkett Smith qui va le convaincre d'accepter. Hé, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Si tu es assez solide. Vincent D'Onofrio se voit attribuer le rôle d'Edgar après le refus de John Turturro et va offrir un des meilleurs antagonistes en live-action chez Marvel avant de nous proposer une prestation incroyable du Caïd dans la série Daredevil. C'est mieux comme ça. J'essaie de tirer les leçons de mes erreurs. Et maintenant que le casting est au complet, on va enfin pouvoir commencer le tournage de cette production. Le tournage a lieu du 14 mars au 27 juillet 1996. Les premières séquences tournées seront celles de James Edward qui poursuit un fugitif dans les rues de New York, pour terminer son action au musée du Solomon Air Guggenheim, sur la 5e avenue. Le siège du MIB est censé se trouver au numéro 504 du Battery Drive et c'est en fait l'adresse de la voie d'accès au Holland Tunnel qui relie Manhattan au New Jersey. Mais en réalité, l'entrée du QG n'existe que dans les studios Sony de Los Angeles. Puis le climax final sera tourné au parc de Flushing Meadow Corona Park où se déroule chaque année l'US Open de tennis, où on y aperçoit l'Unisphère. Mais maintenant qu'on a posé ça, qu'on a édulcoré notre histoire par rapport aux comics, Men in Black, de quoi ça parle? L'agent K fait partie d'une organisation secrète appelée les Men in Black, mise en place pour réguler les flux et présences extraterrestres sur Terre. Les États-Unis étant devenus une terre d'accueil pour les aliens. K est à la recherche d'un nouveau coéquipier. Il va le recruter, le former pour devenir un des meilleurs agents de l'organisation, James Edward alias l'agent J. Seulement entre-temps, un extraterrestre faisant partie de la race des bestioles arrive sur Terre pour récupérer une galaxie cachée sur Terre au risque de déclarer une guerre interespèces et de détruire toute la planète. L'agent J va devoir remettre en question tout ce qu'il pense savoir et renoncer à sa vie et son identité pour devenir le protecteur discret de la planète. Et si la licence Men in Black est devenue autant populaire, c'est parce qu'elle arrive à trouver un équilibre entre ces trois thématiques, à savoir l'humour, le fantastique et l'action. De plus, l'alchimie entre Tommy Lee Jones et Will Smith est d'une fluidité incroyable, relevant parfaitement le contraste de l'ancienne génération expérimentée avec la nouvelle génération innovante. Et au-delà de ça, l'écriture du film est juste et prend son temps de faire évoluer ses personnages, sans offrir une sorte de casting arraché où James va devoir faire ses preuves lors d'une séance de recrutement qui rend légitime la question de sa présence à cet entretien d'embauche. Qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards? C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. En voyant la petite Tiffany, je me suis dit, curieux, une fillette blanche de 8 ans au milieu du ghetto, des monstres tout autour en pleine nuit avec des bouquins de physique quantique. Elle vient foutre la merde. Et enfin, le film relève également de la leçon d'humilité à être un héros de l'ombre. Être sans attache, se dévouant totalement à la protection de la Terre, un parti pris judicieux comparé à l'œuvre originale qui n'était peut-être pas suffisamment nuancée avec moins d'engagement émotionnel. Tout du moins, c'est le ton parfait que le film devait prendre dans les années 90, mais si un film Men in Black devait sortir aujourd'hui, il devrait prendre une direction un peu différente. Mais ça, je vous explique un peu plus tard. Monsieur, qu'est-ce que... Monsieur te dit merde, mon petit. T'es vraiment à 100 lieues de savoir qui je suis. Comme tout bon blockbuster des années 90, Men in Black aura droit à sa déclinaison en dessin animé, et qui se révèle être une sorte de suite illégitime au premier film.
Car si le film se termine sur la retraite de K demandant à être neurolysé, dans le dessin animé, K et J font toujours équipe et chaque épisode va devoir résoudre une affaire extraterrestre. Les jumeaux travaillent d'arrache-pied, J. Tu vois, c'est à cet endroit précis que j'ai décidé d'entrer au MIB. Des regrets? Notons également la présence de Laurel Weaver, qui à la fin du film devient la remplaçante de l'agent K, mais dans le dessin animé, elle fait partie intégrante du MIB et travaille principalement avec Z. K, le bruit court que t'auras bientôt besoin d'un nouveau coéquipier. Pense à moi, je commence à m'ennuyer au laboratoire. Qui le lui a dit? Je n'y suis pour rien. La série animée est efficace et à la hauteur du premier film. À noter d'ailleurs que les personnages principaux proposent un car design totalement différent de leur interprète du premier film. Et il faudra attendre 2002 pour voir la suite officielle de Men in Black, et vous savez quoi? Cette suite est littéralement à la hauteur du premier volet. T'es revenu. Non, Alors comment t'as su que sa tête repoussait? ça repousse. Cette fois-ci, les rôles sont inversés. Tout du moins en partie. J est monté en grade, devenu le meilleur agent du MIB. Tandis qu'il doit réintégrer K pour élucider et vaincre la nouvelle menace, K va devoir chercher au fond de sa mémoire pour élucider le mystère de la lumière de Zarta et sauver le monde, épaulé par son ancien acolyte J. Je comprends que t'es un peu les jetons. Je vais être franc avec toi. Moi aussi j'ai les jetons. J'ai pas les jetons. Moi non plus. Je disais ça pour communier. Et une fois de plus, même si les rôles semblent inversés, l'alchimie entre Will Smith et Tommy Lee Jones est encore sublime. Kevin. Oh, Kevin, c'est marrant parce que t'as pas une de Kevin. J étant plus expérimenté, se positionnant à la fois pour être le leader du binôme, tout en ayant le sentiment d'être toujours un débutant, aux côtés de celui qui lui a tout appris. Et notez également la présence de Michael Jackson qui est venu faire un petit caméo dans le film. The door locks are gone and the treaty is signed. Good work. Le chanteur étant en contrat avec Sony, il devait pouvoir apparaître dans une de ses productions. Barry Sonnenfeld ayant déjà travaillé avec le King of Pop sur un projet non abouti pour les valeurs de la famille Adams, il propose au chanteur une apparition dans Men in Black en tant qu'extraterrestre. Seulement Michael Jackson était sceptique sur l'image qu'il véhiculerait s'il interprétait un extraterrestre. Il va demander au réalisateur de pouvoir jouer un agent du MIB. La réalité va faire écho à Barry Sonnenfeld qui lui proposera d'interpréter un homme réclamant de devenir l'agent M. Mais de vous à moi, je vous conseille de regarder cette scène en version originale plutôt qu'en version française. Je vous explique pourquoi. Ces humains adorent les bobards. En version originale, ça donne ça. Zed, what about that position you promised me in Men in Black? Still working on Alors qu'en version française, ça donne ça. Zed, vous m'aviez promis un poste officiel chez les Men in Black. Et l'insertion des minorités aliens fait partie de notre programme. Je pourrais être l'agent M. Zed. Du coup, au niveau du doublage, la direction prise ressemble plutôt à une capture de Michael Jackson et on pourrait penser que le film essaye de se moquer de lui, alors que pas du tout. Appelle Michael Jackson, il refusera pas, il vient de cette planète. Sans rire Michael Jackson? Bien sûr. Le deuxième opus a été un franc succès et il faudra attendre près de 10 ans avant que Barry Sonnenfeld se lance pour un troisième opus. Mais malheureusement, ce sera une très mauvaise direction qui sera prise. Essaie de faire simple, futé. Ouais, sympa. Merci, agent K. Alors bien sûr que Men in Black méritait largement d'avoir un troisième opus. J'ai même envie de vous dire que cet univers a énormément d'histoires qu'elle pourrait proposer. Seulement ce troisième film va non seulement prendre une direction casse-gueule avec le voyage dans le temps, mais en plus de ça, elle remet en question les fondements mêmes de l'existence de Men in Black. Je m'explique. Je commence à saisir pourquoi on se parle pas. Pour commencer, ne pas retrouver le duo Tommy Lee Jones ou Will Smith dessert énormément le film, malgré tout le respect que j'ai pour Josh Brolin. L'alchimie et le contraste du binôme fonctionnent beaucoup moins bien. Et les règles de voyage dans le temps proposées dans le film sont mal exploitées, virant un peu trop sur l'aspect comique. Bon, en gros, voyager dans le temps dans Men in Black, ça donne envie de boire du chocolat. Le chocolat au lait, monsieur. Où t'étais passé? Je t'attends depuis 1 heure. Et dans ce voyage dans le temps, on apprend que J et K se connaissaient déjà depuis longtemps, K ayant neurolysé J étant enfant pour lui faire oublier la mort de son père. Alors en soi, cette idée n'était pas inintéressante, le seul problème c'est qu'elle désamorce ce qu'avait mis en place le premier volet. La rencontre assez spontanée entre l'agent J et l'agent K était bien plus intéressante, et ce troisième volet suggère
que K surveillait J depuis très longtemps, et je trouve que ça ne fonctionne beaucoup moins bien que cette rencontre un petit peu fortuite que proposait le premier opus. T'es mince. Mais la plus grosse erreur du film est de baser la résolution de son intrigue sur la vérité. Non, On base la résolution de l'intrigue sur la vérité, alors que les fondements même de Men in Black, c'est le mensonge. Souvenez-vous ce que K disait dans le premier opus. Des virus de l'espace qui menacent 3 fois par mois cette misérable planète. Si l'on veut que le peuple vive heureux et ait beaucoup d'enfants, nous avons le devoir de lui mentir. Et voilà ce que leur dit Griffin dans le troisième opus. Non, les réalités où le bouclier est déployé sont celles où vous dites la vérité. La vérité? La vérité est la seule voie. Je ne comprends pas que personne n'ait relevé que cette direction allait à l'encontre de l'existence de la licence. Emmenez-moi ça au mitard. tu fais la sieste, Griffin? Et rien que pour ces raisons, le troisième volet reste un divertissement convenable, mais un très mauvais Men in Black. Mais vous savez quoi? Le plus gros problème, c'est que c'est pas le pire des films. Car en 2019, on aura le droit à un spin-off, Men in Black International, et là, c'est malheureusement la descente. Nous sommes au-dessus du système. Nous sommes au-delà. Tout en étant le système, nous sommes les Men in Black. Les hommes en noir? Je sais. C'est bon, arrêtez. Le film débarque avec une nouvelle équipe, mais propose un volet qui peine à se renouveler, avec une intrigue se centrant beaucoup trop sur son aspect comique, trop légère, et un antagoniste avec trop peu d'intérêt, si ce n'est son casting XXL, Liam Neeson. Il y a une taupe chez les Men in Black. Ce dernier opus en est trop oubliable et n'apporte rien par rapport au précédent volet. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Men in Black a su trouver sa place dans l'univers cinématographique. Riche dans son histoire, la licence a su faire parfaitement son passage du comics au cinéma, mais peine à se renouveler alors qu'elle offre pourtant un univers extrêmement riche, où encore beaucoup d'intrigues n'ont pas encore été explorées, si ce n'est dans l'animé. Alors, paré à reprendre du service, l'artiste? Paré, déterminé et impatient d'y retourner. Et de nos jours, le succès comics R-rated avec Deadpool, The Boys ou The Punisher offrirait peut-être à la licence Men in Black de proposer une nouvelle intrigue plus sombre et plus fidèle à l'œuvre originelle. Oh, il n'y en a pas tant que ça. Men in Black est la licence culte d'une époque et contrairement à certaines autres franchises, elle a encore énormément de choses à offrir. Un de ces 4. Non, sûrement pas. Et nous terminerons cette vidéo là-dessus. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis. Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see.